Merci beaucoup, monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais je le dis quand même. Je suis quand même assez impressionnée de parler ici aujourd'hui et sous la présidence de Thomas Romer. Lorsqu'en janvier 1909 s'ouvre au Collège de France la campagne visant à assurer la succession de Jean Révy, titulaire de la chaire d'histoire des religions et décédé l'année précédente, les deux tendances qui s'affrontent, l'une représentée par Jules Toutain qui enseigne l'histoire des religions en Grèce et à Rome à l'École pratique des hautes études depuis 1898, et l'autre représentée par Marcel Mauss dont la candidature est soutenue par l'indianiste Sylvain Lévy au prétexte des avantages de la méthode comparative, peuvent à bon droit, l'une et l'autre, se réclamer de l'héritage de Renan. Cette seule remarque suffit à éclairer ce que fut la singularité de sa position, apportant ainsi, me semble-t-il, une réponse à l'énigme de sa longévité scientifique. Le fait que Renan fut peut-être le seul, et sûrement le dernier, à incarner dans ses travaux une double tradition, celle de la grammaire comparée fondée par Bopp et développée à travers les travaux des frères Grimm, d'August Pott ou d'August Schleicher, et l'histoire des religions proprement dite, héritière de l'exégèse protestante, appliquant la méthode critique à la lecture du document biblique et à l'histoire du christianisme. Son œuvre est importante à plus d'un titre, par son ampleur d'abord, on l'a vu, qui le conduit à aborder différentes disciplines, par son apport scientifique ensuite, même si certaines de ses conclusions suscitèrent à l'époque de violentes polémiques, par sa fécondité, évidemment. Pourtant, c'est plus encore, me semble-t-il, en raison du tournant à la fois philosophique et politique qu'il imprime à la question religieuse que Renan doit la place centrale qu'il occupe non seulement dans l'histoire des sciences de l'homme, alors naissante, mais dans le paysage politique et intellectuel du XIXe siècle français. Et là, il n'y a, à mon avis, chez Renan, ni hésitation, ni paradoxe, encore moins, et là je serai un peu en désaccord avec ce qui s'est dit hier, encore moins une schizophrénie, mais je crois une réponse singulière, voire même personnelle, apportée à la question religieuse, dès lors qu'on entend ici, à la fois par question religieuse, la volonté de restituer au sujet moderne issu de la Révolution française sa dimension religieuse, et partant, de réaffirmer la nécessité d'une dimension spirituelle du régime politique collectif, à savoir, à partir de 1870, la République. Et toute la difficulté, donc, s'agissant de Renan, est que ce régime personnel de la preuve sera hissé à la hauteur d'une théorie scientifique en raison du rayonnement de la personnalité de son auteur. Alors la France vint tard à la science des religions proprement dite, telle que la dessinent les contours d'une grammaire comparée. Elle y vint en passant par l'Allemagne et grâce à Renan. Cela implique un double déplacement réalisé au cours des 10 premières années de son existence de savant, donc entre 1848 et 1858. D'une part, donc, le passage d'une philologie centrée sur l'exégèse biblique vers une histoire des langues. D'autre part, la définition du mouvement de l'histoire, non plus au sein d'une philosophie de l'histoire, marquée au sceau du romantisme, mais identifiée à un sentiment religieux et renvoyant à une anthropologie historique. Et donc c'est à ce double mouvement que je voudrais consacrer le premier temps de mon exposé. Renan va en effet ancrer la science des religions dans une histoire des langues. On sait que dans les études qu'il entreprit au séminaire, c'est le cours d'exégèse de l'abbé Le Hir qui exerça sur lui une influence déterminante. C'est d'abord à la langue, en effet, que Renan va demander la possibilité d'éclairer les contradictions qui parsèment le texte biblique et la place que celui-ci peut encore occuper. Il s'agissait là, écrit-il dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, je cite, du vrai cours d'histoire sainte. Il découvre, à travers l'étude de la composition du texte biblique, mais également dans la comparaison menée avec d'autres langues sémitiques, des incohérences et des difficultés de composition qui heurtent rapidement en lui non seulement le philologue, mais atteignent aussi le croyant.
Ces interrogations viennent corroborer, par ailleurs, l'insatisfaction qu'il éprouve devant la médiocrité, on l'a dit aussi, de l'enseignement philosophique qu'il reçoit. C'est donc d'abord en philologue que Renan va s'intéresser aux sciences des religions, mais aussi porté par la volonté d'établir une théorie satisfaisante de la connaissance. La philologie, tout d'abord. Il faut, écrit-il, critiquer la religion comme on critique un poème primitif. Il complète alors l'impulsion première découverte chez Le Hir par des leçons empruntées à Herder et à Robert Lowth et à ses leçons sur la poésie sacrée des Hébreux qu'il fréquente alors assidûment. Lowth y énonce un certain nombre de principes de lecture, éloignés de ceux qu'on enseignait alors à Saint-Sulpice, insistant en particulier sur la nécessité de prendre en considération l'époque et le milieu de rédaction des livres saints. Devenir hébreux nous-mêmes, nous mettre en quelque sorte sous les yeux la scène même de l'ouvrage. Renan s'en souviendra au moment de la vie de Jésus. Le style propre à chaque livre biblique n'est plus, comme sous la plume de l'abbé Garnier, garant de son inspiration divine, mais s'explique donc par les circonstances de sa composition. Il est dès lors évident qu'aux yeux de Renan, seule la tournure historique est apte à éclairer les contradictions du texte. La philosophie, ensuite. Comprendre l'homme, tel est pour Renan le but ultime de l'exercice de la pensée. Ce projet est né très tôt, notamment à partir des réflexions sur la théologie dogmatique, comme en témoigne sa correspondance. Renan trouvera d'abord dans la psychologie un premier renfort face à ses inquiétudes. Lu avec les yeux de la philosophie chrétienne de Cavour ou du théologien anglais Wiseman, celle-ci vient un moment, mais un moment seulement, renforcer les vérités du dogme à l'aide de la description des mécanismes du psychisme humain. De cette période, assez courte, 1842-1843, donc au moment où il est encore au séminaire, date déjà chez lui pourtant la distance entre révélation et religion et l'habitude de considérer celles-ci comme les produits de l'esprit humain. Les religions sont, dit-il, des manifestations psychologiques de l'humain, des, je cite, théorèmes de psychologie, ce qui lui permet d'ailleurs de résoudre assez rapidement le problème posé par les miracles. La réflexion de Renan va progressivement, néanmoins, encadrer cet intérêt anthropologique de concepts philosophiques au détriment de la seule psychologie. De l'examen des principes de la foi, on glisse donc vers une théorie de la connaissance. Renan creuse la distance qui sépare l'homme du divin. La théorie de la connaissance de Renan, qui puise directement, me semble-t-il, dans la philosophie kantienne, ainsi qu'il en fait à plusieurs reprises implicitement l'aveu, s'inscrit dans le cadre d'un projet anthropologique. Renan cherche, à partir des domaines qui sont les siens, à préciser les formes de cette pensée criticiste, dont il ne pouvait pourtant que saisir les rudiments que lui autorisait à l'époque, d'une part, une connaissance assez balbutiante encore de l'allemand, ou les formes vulgarisées Kandener, Ravesson ou Cavour. Ce que Renan conçoit sous le terme de logique, appliqué à des notions telles que l'infini, l'absolu ou l'universel, part du même rejet des métaphysiques dogmatiques que la critique kantienne, pour limiter le champ de la réflexion aux mécanismes de construction et de représentation des choses. Et au nombre de ces métaphysiques dogmatiques, il est intéressant de noter que Renan place Auguste Comte. Ce que décrit progressivement Renan est une harmonie des facultés qui trouve son pendant dans une harmonie des disciplines, toutes concourant dans une vue téléologique de l'histoire à l'épanouissement des potentialités de l'esprit humain. L'homme, dit-il, est par essence inscrit dans le monde. L'homme est fini. L'idéal scientifique va progressivement donc s'affirmer comme la recherche d'une forme de divinité de l'homme. La connaissance que nous avons du monde opère pour Renan à l'aide d'un système de représentation né d'une synthèse du sensible et de l'intelligible.
Donc l'homme ne peut prendre connaissance du monde finalement qu'au moment même où se produit l'expérience et où surgissent les cadres pour la pensée. Dans ce mouvement d'arrachement donc à la nature, il crée des constructions intellectuelles qui sont les religions, mais aussi l'histoire, pour répondre à cette fin dernière. Et c'est là, je crois, ce qui le distingue à la fois de l'école positiviste, mais aussi des cousiniens qui, eux, postulent finalement que le réel est déjà présent et qu'il suffit de l'appréhender, là où, au contraire, Renan et les constructivistes pensent, à la suite de Kant, que le réel n'est pas substantialisable et découle donc d'une construction intellectuelle. Le réel n'étant jamais assignable, le langage devient l'élément où s'effectuent ces constructions et l'histoire le lieu où elles se vérifient. Et le langage est finalement la pièce essentielle du dispositif renanien. C'est donc dans le mouvement de la langue qui conduit l'histoire de l'esprit humain et l'analyse comparée des langues sémitiques que Renan va trouver un premier cadre pour tester cette hypothèse. La construction théorique par laquelle Renan arrive au langage témoigne donc d'une première orientation plutôt philosophique, je dirais qu'historique, de ses recherches. D'ailleurs, on ne soulignera jamais assez l'originalité de sa position pour l'époque, puisque Renan se distingue très fortement des théories du langage inspirées des idéologues et de Condillac qui étaient en vogue à cette époque-là en France. En fait, c'est à Humboldt, même plus qu'à Kant, que Renan va emprunter la synthèse entre la représentation philosophique du langage comme manifestation de l'humain et son intérêt pour l'histoire des langues et leur diversité. Le langage étant l'instrument de comparaison entre les différentes étapes du développement de l'esprit, la comparaison des langues permettra d'en dresser une histoire exhaustive. La méthode comparative s'ordonne dès lors autour des notions de type et de forme que Renan emprunte, je crois, directement à Humboldt ou à Schlegel, qui est son autre référence. Les langues appartiennent à la catégorie des organismes vivants. Au titre d'organismes, elles sont donc composées de différentes parties qui se réunissent en une forme que Renan appelle aussi bien type ou idée. De cette conception herméneutique découle la nécessité d'appréhender la singularité de la forme dans sa totalité, à savoir donc le type dans lequel va s'incarner la forme individuelle. Ceci revient à reconstituer une cohérence interne sans laquelle le type n'existerait pas et à mettre en lumière donc pour cela un ensemble de fonctions logiquement liées les unes aux autres. L'intérêt pour le développement des langues, on le voit bien, donc, ne se limite pas chez Renan à une appréhension des étapes successives de leur évolution, mais conduit bien à un tableau d'ensemble du développement humain. Dans ce tableau, les religions incarnent de la manière la plus adéquate possible la synthèse représentative opérée par l'esprit humain à chacune des étapes de son développement. Ceci explique la faculté accordée à la philologie d'étudier le primitif et d'en restituer le sens pour nous autres modernes, et donc le recours à la philologie. Et ici, Renan se fait bien évidemment d'une certaine façon l'écho des développements historiques de son temps. En particulier, on a évoqué la figure d'Eugène Burnouf. C'est à lui et à son application du déchiffrement du sanskrit védique pour l'étude des origines du bouddhisme que Renan pense à ce moment-là. L'étude de la langue ne se développe jamais indépendamment donc, des constructions intellectuelles auxquelles elle a donné naissance. Parmi celles-ci, je l'ai dit, c'est à la religion et au sentiment religieux que Renan donne la primauté. La religion d'un peuple, je cite, étant l'expression la plus complète de l'individualité, est en un sens plus instructive que son histoire. L'histoire d'un peuple, en effet, ne lui appartient pas tout entière. Elle renferme une part fortuite ou fatale, qui ne dépend pas de la nation, qui parfois même la contrarie dans son développement naturel. Mais la légende religieuse
est bien plus l'œuvre propre et exclusive du génie de chaque race. La manière dont l'homme conçoit la relation au monde reflète l'organisation de l'esprit humain et superpose au partage entre réflexivité et spontanéité celui qui se fait entre raison et sentiment. Ce rôle accordé au sentiment religieux, qui situe Renan dans la suite, je crois, de Benjamin Constant, souligne en même temps la nouveauté de son approche. On quitte, en effet, à ce moment-là, la philosophie de l'histoire, ce moment romantique où la conscience spéculative du devenir insufflait à l'histoire un mouvement issu d'une métaphysique extérieure et dans lequel s'inscrit encore Constant, pour entrer, avec Renan, dans une histoire qui, à travers le sentiment religieux, trouve son principe en elle-même. Là encore, on peut repérer, je crois, un double mouvement, et ce sera le second temps de cet exposé. Un premier mouvement qui élabore le sentiment religieux non plus seulement en caractère humain, comme chez Constant, mais en fait un principe historique. Un second mouvement qui convoque, au sein d'une histoire du sens, la relation au Christ propre à Renan. Il y a plus d'un parallèle, me semble-t-il, entre la théorie de la religion, que Constant énonce dans son grand œuvre, son livre de la religion, dont on sait qu'il fut vraiment l'œuvre d'une vie, puisque Constant en conçoit le projet en 1795, à l'âge de 18 ans, et que finalement les derniers volumes vont paraître de façon posthume en 1831, et la vision qui est celle de Renan. Tous deux ont en effet en commun la volonté de s'opposer à la sécheresse du rationalisme et de l'incroyance, mais également le souci de se distinguer d'un mysticisme par trop symbolique. De la même façon, le langage est appelé à jouer chez l'un comme chez l'autre un rôle essentiel, analogue aux fonctions de la religion, permettant à la fois, dit Constant, de s'assurer de la réalité du monde et de communiquer sur elle. Mais c'est avant tout sur la nature du sentiment religieux que s'accordent les deux penseurs. Comprendre l'homme, pour Constant, c'est comprendre le sentiment religieux. Il inscrit d'emblée celui-ci au fondement de la nature humaine, comme ce qui participe en l'homme de l'universel. Ce sentiment, apparu au plus profond de l'homme, naît du besoin dans lequel celui-ci se trouve de communiquer avec les puissances invisibles. Dès lors, Constant ordonne ce qui constitue véritablement son projet, à savoir l'histoire des religions, autour de la relation qui se crée d'une part entre le sentiment religieux, donc ce sentiment inné à l'homme, et les formes qu'il prend pour s'incarner, à savoir le sacerdoce ou les rites. Le souci du sacerdoce ou des rites vient en effet, dit Constant, de ce qu'elle fige à un moment le sentiment, dans un formalisme souvent étroit, pour finir par en dégrader l'expression. L'esprit doit alors opérer une nouvelle synthèse pour permettre au sentiment de créer de nouvelles formes, remettant ainsi l'histoire en mouvement. L'histoire, donc, se développe comme la forme accessoire, on pourrait dire, du progrès de l'esprit humain vers une expression religieuse de plus en plus épurée. Une histoire, d'ailleurs, pour laquelle Constant emprunte au système politique qu'il établit par ailleurs, puisqu'on trouve chez lui la superposition de deux temporalités, l'une qui est celle mue par l'égoïsme et l'autre qui est celle mue par le sentiment religieux. Selon les époques, l'une ou l'autre l'emporte. Or, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Constant assimile le sentiment religieux à une expression de la liberté. Reste que chez lui, évidemment, la religion ne joue pas le premier rôle. Elle croise l'histoire, elle lui indique une orientation possible, mais elle demeure dans les limites d'une philosophie de l'histoire conduite par un principe de perfectibilité de la nature humaine. En ce sens, Constant demeure plus un Aufklärer qu'un philologue. Chez Renan, au contraire, sentiment et raison appartiennent, je l'ai dit, à deux ordres différents. Cela place la religion au centre de l'histoire, donnant du même coup, me semble-t-il, à cette œuvre cette tonalité si singulière dans le paysage des sciences du XIXe siècle. Là où chez Constant le sentiment religieux s'arrête finalement devant les principes
de la philosophie, Renan peut au contraire tirer toutes les leçons du déploiement de l'herméneutique et construire une histoire du sens, faisant ici se rejoindre histoire et philologie. Renan construit en effet une histoire noétique qui, de plus, on va le voir, tire sa dynamique de l'herméneutique qu'elle met en œuvre. Ce qu'il cherche dans le passé, ce n'est pas l'incarnation d'une individualité dont la construction d'ensemble serait garante de la perfection, si vous voulez, un petit peu comme Friedrich August Wolff ou Heine l'avaient fait pour la Grèce. Ce qu'il cherche, lui, c'est un élément qui serve en quelque sorte de médiation entre un événement singulier et le tout de l'histoire humaine. Et donc, si le primitif ou les religions originaires sont ici convoquées, ce n'est pas du tout pour comprendre l'individu dans le présent, mais en fait pour construire une totalité qui induise le présent et l'avenir. L'histoire est en quelque sorte conçue, on l'a déjà vu ce matin, comme le moment de transition de l'individu à l'humanité. Et donc la philologie, me semble-t-il, ne cherche pas à créer une empathie entre un auteur et son interprète, mais on va voir qu'elle veille au contraire à maintenir une distance temporelle ou spatiale, qu'il revient finalement au sentiment d'abolir ou du moins de suspendre. Elle est rendue possible par un processus d'identification plus global à l'esprit de l'humanité, dont l'essence est d'être évolutif. Alors je crois qu'on pourrait pousser encore plus loin l'hypothèse. En gros, ce que je voudrais essayer de montrer ici, c'est qu'au-delà de cette dimension noétique, donc de cette dimension de sens de l'histoire, le mouvement de l'histoire qui apparaît chez Renan s'explique par la relation personnelle qui unit celui-ci au Christ. Je cite, « Pour faire l'histoire d'une religion, il faut ne plus y croire, mais il faut y avoir cru. On ne comprend bien que le culte qui a provoqué en nous le premier élan vers l'idéal. » L'histoire des religions qui permettent aux savants de refaire le parcours du spontané au réflexif va ainsi progressivement, chez Renan, se resserrer autour du christianisme dont il affirme l'universalité. Le christianisme est en effet à ses yeux la religion historique par excellence, celle qui repose sur le fait du Christ, sur l'événement de l'incarnation. Et toute son œuvre, finalement, se déploie, me semble-t-il, à l'intérieur d'un double cercle. D'une part, le désir de continuer à affirmer l'universalité du christianisme sans l'aide de la révélation, c'est-à-dire d'en démontrer historiquement l'universalité, et la nécessité d'en concilier le schéma avec celui d'une histoire générale de l'esprit humain. La critique du dogmatisme religieux qui l'a conduit, donc on l'a vu, à renoncer à la prêtrise pour choisir la science et sa sortie du séminaire, n'ont en effet pas entamé sa relation avec le Christ. Du séminaire des oratoriens et de la lecture de Pierre de Bérulle, peut-être aussi de sa relation à la nature et de la grâce propre aux enchantements bretons, Renan a hérité un rapport personnel au Christ auquel il n'a jamais renoncé et qu'il ne cesse de proclamer. Et il fait lui-même d'ailleurs explicitement le lien avec la vie de Jésus. Je passe sur certaines citations pour essayer d'expliquer comment finalement cette relation personnelle au Christ introduit à côté des deux niveaux d'interprétation qui sont ceux de l'herméneutique habituelle, interprétation technique, grammaticale, un troisième niveau d'interprétation qui serait spécifiquement chrétien et qui serait engendré pour le croyant par la présence du Christ. Et donc on est ici dans une lecture sur trois niveaux de sens, celui des textes, celui de l'événement qui en est l'origine, sans être jamais adéquatement restitué par eux, et le rapport personnel de l'interprète au Christ. Or, ce troisième et dernier niveau joue un rôle dans l'interprétation elle-même. La question que pose Renan dans la vie de Jésus est celle de la dissociation possible entre l'histoire, les 4 évangiles, et le sens, la vie du Christ, actualisée par la Passion. Écho d'une autre question alors centrale pour l'historiographie française de l'époque, dont Renan traitera ailleurs en des termes plus politiques le traitement de la Révolution française. Donc vous voyez que Renan introduit
dans son interprétation herméneutique, cette christologie, et finalement justifie la science par la religion et la religion par la science. L'histoire des origines du christianisme ou la vie de Jésus en sont les exemples les plus évidents. Je voudrais juste prendre un petit passage parce que le temps m'est compté. C'est évidemment celui dont on a parlé hier et ce matin, l'un des passages les plus commentés de l'introduction à la vie de Jésus. Je vous en lis quelques lignes. L'accord frappant des textes et des lieux, la merveilleuse harmonie de l'idéal évangélique avec le paysage qui lui servit de cadre furent pour moi une révélation. J'eus devant les yeux un 5e évangile, lacéré mais lisible encore. Comment est-ce qu'on peut concilier, comment est-ce qu'on peut comprendre ce passage et concilier finalement l'interprétation technique et grammaticale et le niveau de lecture auquel nous introduit l'intimité de l'exégète? Il est peu probable en effet que le mot de révélation se soit trouvé ici par hasard. Par ailleurs, on sait très bien qu'on est loin de la pure intuition puisqu'on a une étude des manuscrits et des sources de Renan pour la vie de Jésus qui sont absolument considérables. La notation du 5e évangile figure déjà dans le commentaire que Renan donne du cours d'exégèse de Garnier, portant sur les épîtres de Paul, donc bien avant la rédaction de la vie de Jésus. Il dit qu'il représente, si l'on peut dire, un 5e évangile révélé par Jésus-Christ, non par Jésus-Christ vivant parmi les petits et enseignants, mais par un Jésus-Christ ressuscité et instruisant les parfaits. Le paysage, ce 5e évangile, ne renvoie pas à la révélation comme fait historique, dont l'impossibilité est par ailleurs avérée, mais exalte, me semble-t-il, l'expérience sensible, le sentiment grâce auquel on s'approche de la vérité du message christique par opposition à l'abstraction. Et donc l'authenticité des documents dont il est question ici n'est pas d'ordre topographique, mais fait appel à la métaphore de l'intention. L'actualité du Christ de Renan, c'est bien le sentiment religieux que fait naître chez l'homme l'exemple de la passion. Alors, il n'y a plus rien de tout cela dans les articles que publie à partir de 1880 la toute nouvelle revue d'histoire des religions sous la direction de Maurice Verne. Dès lors, vous savez que l'histoire des religions s'institutionnalise sous la forme des sciences religieuses, marquant une forme de sécularisation. L'influence de Renan tend à s'estomper. Cette reconnaissance institutionnelle vient entériner, d'ailleurs, et renforcer, je crois, la distance entre les différents points de vue, chacune des disciplines acquérant en même temps qu'une forme d'autonomie un terrain spécifique. La méthode comparative qui puise aux sources de l'ethnologie et du folklore se substitue à la mythologie comparée. Quant à l'histoire des religions, elle se pense désormais selon des critères qu'elle veut purement scientifiques, volonté que vient encore renforcer la querelle du modernisme qui éclate à ce moment-là. Renan n'a pas pour autant disparu. Certes, les historiens des religions qui lui succèdent renoncent à la question de l'origine de la religion au profit des anthropologues d'un côté, des sociologues de l'autre, pour en fait se concentrer sur les religions prises comme phénomène purement historique. Pourtant, si l'héritage de Renan s'efface au moment où l'école sociologique de Durkheim propose une nouvelle synthèse de la question religieuse et de la construction sociale, le début des années 1920 va ressusciter les interrogations religieuses dans les interstices, en fait, des insuffisances de la pensée durkheimienne. Et il me semble, c'est évidemment quelque chose que je n'ai pas le temps de développer, que l'héritage de Renan, puisque c'est sous cet héritage qui était placé cet après-midi, se lit dans les travaux d'un Salomon Reinach, voire même de son disciple Georges Dumézil, deux noms pouvant ici jouer le rôle de médiateur, celui d'Abel Bergagne d'une part et celui de James Darmstaedter de l'autre. Les fleurs de l'histoire religieuse sont des fleurs étranges, écrivait Renan. Je crois que c'est sur cette étrangeté qu'il faut conclure et qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on travaille sur Renan en évitant de le rabattre sur des modes de compréhension qui sont les nôtres aujourd'hui et en le resituant dans un monde qui n'était pas encore complètement désenchanté. Renan constitue en effet le maillon central, me semble-t-il, d'une chaîne de savants
et de penseurs qui permettent de jeter un éclairage nouveau sur l'histoire du XIXe siècle et plus encore sur celle de la République. En opérant la transition entre une religion, objet de croyance, encore interdite à l'objectivité scientifique, et puis d'un autre côté les religions désormais envisagées comme des objets d'histoire, éléments parmi d'autres du développement de l'esprit humain, Renan permet à la religion de rejoindre la science. En la plaçant du côté du sentiment qui opère dans la sphère individuelle et dessine le socle d'une communauté humaine assise sur des traits universellement partagés, il l'exonère des accusations de sectarisme et permet aux républicains de composer avec elle. Ainsi plaide-t-il en 1871 dans sa réforme intellectuelle et morale en faveur d'une nation républicaine définie sur des bases spirituelles qui placent le religieux au cœur de la culture. Renan a donc bien toute sa place parmi les grandes figures de la République. Je vous remercie.